Monsieur Kwadjoko Lambertin, bonjour. Bonjour, Jacques. Comment allez-vous? Notre dernière interview remonte à, disons, il y a à peu près une année. Oui. Et je suis très heureux de vous avoir ce soir. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes ministre de la République. Comment vous vous sentez? Ça fait effectivement quelque temps que nous ne nous sommes pas parlé. Je voudrais m'acquitter tout de même d'un devoir, Jacques, envers vous, parce que votre canal nous aura permis, pendant un bon moment, de nous adresser aux Ivoiriens, partout où ils se trouvent, de faire passer nos idées. Et je me souviens de ces moments quand j'étais député, quand je suis parti à La Haye, rendre visite au président Laurent Gbagbo, quand j'ai traversé quelques incompréhensions avec mon parti, le PDC-IRDA. Votre canal m'avait à l'époque toujours permis de faire savoir au monde ma part de vérité. Vous évoquez tout à l'heure la période des élections présidentielles de 2020. Là encore, je crois que beaucoup nous n'avaient pas compris à cette époque. Mais ce que je veux que les Ivoiriens retiennent de moi, dans ce que j'ai décidé de faire dans ma vie, c'est-à-dire la politique, c'est ce que je parle d'un principe, que les idées gouvernent le monde. Les idées ne prospèrent pas dans un pays en désordre. Très tôt, j'ai appris ça du président Félix Houphouët-Boigny. Sans paix, rien n'est possible. La politique, nous la faisons pour l'homme. L'homme doit être au centre de nos préoccupations quand on a décidé de faire la politique. La vie humaine, elle est sacrée. C'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la prend quand il veut. Nul n'a le droit d'ôter à son prochain la vie. Et donc, si un mot qui vient de moi, ou un acte qui vient de moi doit conduire à la perte d'une seule vie humaine, alors je m'abstiens. En 2020, je l'ai clairement expliqué et abondamment expliqué aux Ivoiriens qu'entre deux mots, j'ai choisi le moindre mal. En 2020, j'ai fait le choix de la paix. Et aujourd'hui, je suis en harmonie avec ma conscience. Quand je vois le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, recevoir au palais présidentiel le président Bédié et le président Laurent Gbagbo. Le président Houphouët l'a enseigné. Le dialogue, c'est l'arme de fort. Quand une crise commence, si vous pouvez, il faut toujours commencer par vous asseoir tout de suite et dialoguer, parce que dans tous les cas, vous finirez par vous asseoir. Sauf que quand vous refusez le dialogue au départ, vous vous asseyez après sur le cadavre des autres. C'est ça, monsieur le ministre. C'est ça que je voulais éviter aux Ivoiriens en 2020. Nous sommes là aujourd'hui. Il a plu au chef de l'État, à son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de moi ministre de la République. Et il me confie une délicate mission, celle de réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire et de veiller à ce que la cohésion nationale redevienne une réalité. C'est une tâche prenante. Et ça fait quand même quelque temps qu'on ne s'est pas vu. Je suis heureux de vous retrouver. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous avez tout à l'heure mentionné le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara. Vous avez été très critique envers lui, hein, et il a accepté de vous confier un peu ce poste. Maintenant que vous collaborez avec M. Alassane Dramane Ouattara, est-ce que les critiques que vous aviez eues dans le temps, ou bien ce que vous aviez pensé de lui, hein, ça a un peu évolué? Écoutez, je découvre M. Alassane Ouattara. Et je dois dire, alors rappeler une chose aux Ivoiriens qui est importante à mes yeux. Quand il s'était agi de préparer le retour du président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara a dit une chose devant un collège de ministres
il a dit la chose suivante. Si j'avais eu quelqu'un en son temps pour reconnaître mes droits, on aurait peut-être évité beaucoup de choses dans ce pays. Devenu président de la République, ne comptez pas sur moi pour refuser à Gbagbo Laurent ses droits, ou refuser ses droits au président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire et il doit jouir et bénéficier de tous ses droits. Quel homme d'État éclairé. Parce qu'il a su anticiper pour accepter le retour sécurisé du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a accepté de surmonter ses douleurs à lui. Parce que les douleurs, chacun en a vécu. Chacun en a été victime. Parce qu'il a su donc surmonter ses douleurs à lui et placer au devant de tout l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il a donc pris des mesures importantes et urgentes allant dans le sens de la décrispation. Et je me sens heureux aux côtés d'un homme d'État d'une telle envergure qui place au devant de tout l'intérêt des Ivoiriens. Et donc je suis un homme heureux dans cette collaboration. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Parlons donc de votre séjour au niveau des États-Unis d'Amérique qui vous a conduit successivement à Washington, ensuite à New York et vous êtes revenu encore à Washington. Vous avez rencontré la communauté ivoirienne à Washington et si bien à New York. De façon générale, quel est le sentiment que vous gardez aujourd'hui, que vous avez? Je voudrais, avant d'en arriver au cas spécifique des États-Unis, rappeler la chose suivante à l'ensemble des Ivoiriens. Il y a un processus de réconciliation qui a démarré en Côte d'Ivoire. Et le président de la République, le réconciliateur en chef, l'architecte de la réconciliation, nous a instruit de faire en sorte que cette réconciliation soit inclusive, qu'elle prenne en compte tous les Ivoiriens. Par le passé, les Ivoiriens n'avaient pas cette habitude, cette tendance à quitter leur pays. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'ils sont des milliers maintenant à travers le monde. Où qu'ils se trouvent, ils sont Ivoiriens, ils demeurent Ivoiriens et ils sont importants aux yeux du gouvernement et aux yeux du président de la République. C'est pourquoi il nous a chargé de faire le tour du monde pour parler aux Ivoiriens, pour leur expliquer les tenants et aboutissants et des enjeux en cours au pays, le processus qui a démarré, afin qu'il ne soit pas la proie facile des on-dit et des rumeurs. Donc ce tour nous a conduits successivement d'abord en France, où vous avez le gros lot des Ivoiriens, parce qu'il ne faut pas l'oublier que la France est la première destination de tout bon Ivoirien. Ils sont nombreux là-bas. Le poids que cette diaspora, n'est-ce pas, constitue aujourd'hui, fait que nous devons tenir compte de cette diaspora. Je l'ai dit dans mes propos, la Côte d'Ivoire compte 31 régions. Nous considérons donc cette diaspora comme la 32e région de la Côte d'Ivoire. Mais parce qu'ils sont au-delà de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils vivent ailleurs, ils véhiculent notre art de vivre, notre culture, notre âme, l'âme du peuple de Côte d'Ivoire. Donc notre culture, ils sont un pont entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Et puis, vous savez très bien, il y a ce que j'appelle, moi, la dimension économique de la réconciliation. Vous avez beau avoir les meilleurs discours, inciter les gens à aller à l'appel à la réconciliation, mais tant que les gens ont faim, ils n'ont pas d'oreille pour écouter vos discours. Ventre affamé n'a point d'oreille. Donc la première chose qu'il faut réussir, si nous voulons que les Ivoiriens se sentent heureux dans leur pays, c'est d'abord qu'ils arrivent à manger à leur faim. Il faut donc s'occuper du problème des Ivoiriens. Faire en sorte que nous ayons une économie forte comme elle est en ce moment, une croissance plus forte comme elle est en ce moment. Travailler à cela, ça suppose un environnement sécurisé, paisible, qui permette donc d'attirer donc les investisseurs étrangers. Je dis aux Ivoiriens, ceux qui sont partout, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Europe, qui ont pu se réaliser, eh bien, il faut qu'ils aient ce réflexe d'aller investir dans leur pays. À défaut, s'ils n'ont pas les moyens, il faut qu'ils parlent autour d'eux, qu'ils invitent ceux qu'ils connaissent à aller dans leur pays. Mais pour que ceux qu'ils connaissent et qui ont l'argent à investir acceptent de prendre la destination de la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils s'assurent que ce pays-là, eh bien, il se porte bien et qu'il est stable, qu'il est en paix. Parce que l'argent n'aime pas le bruit et personne ne prendra le chemin d'un pays qui n'est pas stable. C'est pourquoi je leur demande
au moins de produire en direction de leur pays des vibrations positives. Nous sommes partis en France, nous avons été en Angleterre, aujourd'hui nous sommes venus aux États-Unis. Nous avons fait une première rencontre avec les Ivoiriens de Washington, une seconde rencontre avec les Ivoiriens ceux de New York. C'est une belle expérience. Ils se sont mobilisés. Eh bien, ils sont venus, nous avons échangé. Au-delà des discours classiques, c'est un dialogue qui s'est instauré entre nous pour leur expliquer, eh bien, nous-mêmes, les choses au réel. Et je crois que nous sommes bien compris. Je suis un homme comblé. J'ai le sentiment que les Ivoiriens ont compris qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Si nous avons une chance qu'en 2 ans ou en 20 mois, nous avons connu autant de progrès, c'est parce qu'il y a une volonté affichée de l'ensemble des Ivoiriens de ne pas laisser tomber le passé, de regarder l'avenir avec sérénité. Donc tous les Ivoiriens aujourd'hui sont dans une bonne dynamique, une dynamique de paix, une dynamique de réconciliation. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous poser cette question. Vous avez suffisamment répondu à de nombreuses questions concernant ce sujet, concernant le cas de Mme Puchéry Baldé. Vous avez été très explicite, mais n'empêche que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que le message n'est pas tellement passé. Vous aviez dit que la réconciliation s'est faite dans un état de droit, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Personne ne peut jamais se réjouir de voir un autre aller en prison. Mais, je répète, j'ai dit aux Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Dire que le président Ouattara a jeté quelqu'un en prison, c'est faire preuve de mauvaise foi, de manipulation et de démagogie. Ce n'est pas le chef de l'État qui met les individus en prison en Côte d'Ivoire. Nous avons une justice et nous, au gouvernement, nous faisons la part des choses. Et le président Ouattara ne se mêle pas des questions n'est-ce pas, judiciaires. Et donc, la justice ivoirienne a eu maille à partir avec Puchéry Baldé. Elle a suffisamment donné les raisons pour lesquelles elle a été arrêtée. Il faut s'en tenir à ça. C'est ce que je voulais dire. Mais en tout cas des causes, les braqueurs, il y en a toujours à Abidjan. Les coupeurs de route, il y en a toujours à Abidjan. On ne veut pas me dire que parce qu'on est en pleine réconciliation, alors quand vous allez braquer une banque, on doit tolérer. Quand vous allez brûler le feu, on doit tolérer. C'est ce que je veux dire pour dire que nous sommes certes dans une dynamique de réconciliation, mais cette réconciliation, elle se déroule dans un état de droit et la Côte d'Ivoire reste un état de droit. Concrètement, qu'est-ce que l'État reproche à Mme Puchéry Baldé, si vous avez l'information? Je voulais tout simplement les amener aux archives, n'est-ce pas, de la justice ivoirienne, et bien ils sauront. D'accord. Alors, revenons à un autre sujet, monsieur le ministre. Parlons donc des... Vous aviez dit qu'il n'y avait pas du tout de réfugiés politiques en Côte d'Ivoire. Cependant, l'opposition pense qu'après votre sortie, l'opposition a mentionné près d'une quinzaine de personnes qui étaient encore réfugiées. Qu'est-ce que vous aviez voulu dire réellement? Est-ce que selon vous, il n'y a vraiment pas de réfugiés politiques en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre? Ce n'est pas moi qui dis qu'il n'y a pas de réfugiés politiques en Côte d'Ivoire. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a mis fin au statut de réfugié depuis le 30 juin dernier. C'est-à-dire que ce débat est clos. Les Nations Unies ne reconnaissent plus le statut de réfugié à un Ivoirien. Donc on ne parle même plus, ce débat est clos. Maintenant, nous avons une période de grâce qui est ouverte pour sensibiliser tous ceux qui jusque-là hésitent encore afin qu'ils regagnent leur pays. Je parle le réfugié politique, monsieur le ministre. Le réfugié politique, le plus illustre d'entre eux, c'est quand même le président Laurent Gbagbo. Il se sent bien aujourd'hui à Abidjan. Je les invite tout simplement à retourner au pays. Le statut de réfugié n'existe plus pour tout Ivoirien. Le GPS mentionne Soul to Soul qui serait encore en prison, monsieur le ministre. Oui, est-ce qu'on peut le considérer comme un réfugié politique ou bien... Non, attention, un prisonnier, vous voulez dire prisonnier politique ou réfugié politique? Non, prisonnier politique, excusez-moi tout à l'heure, monsieur. Mais il n'est pas en prison pour des faits politiques. Je crois qu'il y a des accusations qui sont portées comme sa personne, il est en prison. Voilà, et la justice a là-dessus fait son travail. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Avant de clore sur notre entretien, vous pensez que le message de réconciliation que vous avez expliqué à la diaspora, est-ce que ce message est compris? Est-ce que vous pensez que les gens ont perçu la portée de ce message? Au regard des progrès que nous avons enregistrés, n'est-ce pas, sur le terrain, et au regard des dispositions d'esprit
de l'ensemble, de la grande majorité des Ivoiriens, j'ai la ferme conviction que les Ivoiriens comprennent la nécessité que nous allions à la paix, nous allions au pardon, nous allions à la réconciliation. C'est peut-être vrai que cela ne se passe pas au rythme souhaité par tous, mais le fait est que le rythme est engagé. Nous sommes dans la bonne direction et j'apprends, d'ailleurs heureusement, à travers toutes les rencontres que nous avons eues ici, que la réconciliation en Côte d'Ivoire fait aujourd'hui est un cas d'école. Quand même en 20 mois, nous avons engrangé quelques succès. Nos prières, c'est que nous maintenions donc le cap. Ça suppose que nous devons donc redoubler de vigilance, d'efforts, ne pas baisser les bras pour que nous puissions avancer résolument. Parce que nous avons 2 dates repères devant nous, les élections municipales et ainsi que la présidentielle de 2025. Quand nous aurons réussi donc à passer ces 2 caps majeurs et que nous allons organiser des élections en 2025 sans effusion de sang, sans violence, alors je pourrais dire que la Côte d'Ivoire est désormais entièrement réconciliée et que nous sommes en paix. Et pour cela, il faut que tous les Ivoiriens redoublent encore d'efforts. Leur volonté, c'est d'y manifester en faveur de la réconciliation. Il faut que nous restions vigilants. Regardez autour de nous. Tout ce qui se passe autour de nous commande que nous soyons davantage unis, solidaires, vigilants et concentrés sur la cohésion sociale. Monsieur le ministre, je vais faire un peu de la provocation. Veuillez m'excuser si on parle un peu politique. Monsieur Ouattara, en vous nommant, vous avez été clair qu'il a nommé un militant du PDCI-RDA. Votre parti, vous avez eu des petits problèmes. On parle d'une suspension ou bien d'un renvoi. Bon, d'une suspension, monsieur le ministre. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme militant du PDCI-RDA? Ensuite, le PDCI a eu son bureau politique. Le président Konan Bédié a été plébiscité pour être le prochain candidat. Vous considérez toujours comme militant du PDCI-RDA, monsieur le ministre? Le président de la République, vous l'avez dit en me nommant, a dit aux Ivoiriens qui nommaient à ce poste un cadre du PDCI-RDA. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore dit le contraire. Je suis militant du PDCI-RDA, pour l'instant temporairement exclu du parti. Mais vous savez, je suis tellement occupé sur les questions de paix, de réconciliation, que je ne vois même pas le temps passer sur mes sanctions qui me frappent au PDCI-RDA. Oui, mais vos détracteurs vous diront, monsieur le ministre, s'il n'y a pas la réconciliation entre vous et votre ancien parti, comment vous pouvez réconcilier toute la Côte d'Ivoire? Alors que répondez-vous à vos détracteurs? Mais rien ne m'oppose à mon parti aujourd'hui. J'étais récemment aux obsèques du grand frère du président Konan Bédié. Vous avez vu ma participation à ces obsèques. J'ai dit aux uns et aux autres que le président Konan Bédié, avant d'être le président du PDCI-RDA, il est de Daoukro. Il a même fréquenté à Bokanda. Il a été le témoin du mariage de mon oncle. Il a été mon témoin de mariage. Il a été témoin de mariage d'un autre oncle. Dans ma seule famille, le président Bédié a été témoin de mariage de 3 parents. C'est vous dire les liens qui unissent Henri Konan Bédié. Il n'y a pas besoin d'un parti politique pour que ce soit intermédiaire entre lui et moi. Je n'ai aucun problème, je n'ai de problème avec personne au PDCI-RDA. Seriez-vous au congrès du PDCI? Après du moment où je suis suspendu. D'accord. Sauf à vouloir faire de la provocation. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Votre mot d'espoir pour la diaspora qui vous écoute en ce moment? J'ai bénéficié d'un accueil très chaleureux des Ivoiriens partout où je suis passé. J'ai senti en eux cette volonté ferme de voir leur pays retrouver la paix. J'ai aussi senti en eux leur disposition d'esprit à vouloir participer à ce processus de paix. C'est ça qui me rend heureux. Chacun de nous n'a qu'un seul pays. Tous, nous avons une seule Côte d'Ivoire. Elle nous a vu naître, elle nous a nourris, elle nous a éduqués. Nous devons en retour aider ce pays-là à se sentir mieux. Oufoué l'a dit, je le répète, partout où je passe, que chaque génération doit avoir le souci de léguer aux plus jeunes, plus qu'elle a obtenu de ses anciens. Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants? Une Côte d'Ivoire en crise éternellement, une crise qui ne prend jamais fin. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Ivoiriens, Ivoiriennes, partout où vous vous retrouvez, il faut saisir cette opportunité inouïe pour remettre la Côte d'Ivoire sur le rail de la paix et le rail du développement. C'est le seul combat qui vaut la peine d'être mené aujourd'hui, le combat contre le sous-développement, les inégalités sociales en Côte d'Ivoire, voilà, le développement tout court. Nous avons nos enfants qui doivent aller à l'école, les scolariser pour préparer leur avenir, la question de l'emploi des jeunes, la question de la santé, avec le djihadisme qui nous prend au nez,
au nord de la Côte d'Ivoire. Nous accueillons des milliers de nos frères burkinabés, maliens aux frontières. La Côte d'Ivoire, tout ce poids-là, il faut que nous soyons aux côtés des populations du Nord, avec les structures de l'État, pour être proches d'eux, les structures sanitaires, les dispensaires, de l'eau potable, l'école. Vous voyez autant de choses, autant de défis qui font que nous n'avons pas le temps de détourner nos objectifs à autre chose. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre cohésion, c'est notre solidarité pour faire face aux vrais défis de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, monsieur le ministre.